Il est possible de lier Ma Bohème à la biographie de son auteur. En effet, Rimbaud vient de procéder à 2 séjours à Douai, à 2 fugues, une première en août et une deuxième en septembre-octobre 1870, qui lui ont offert un havre de paix en temps de guerre, et surtout qui lui ont permis d'entreprendre une nouvelle période de sa poésie. Il s'agit du 7e et dernier poème du 2e cahier de Douai, et on verra que dans une certaine mesure, c'est un poème qui annonce le dérèglement des sens, c'est-à-dire la nouvelle période de la poésie plus déréglée du jeune Rimbaud. Le titre est évocateur d'une errance sans but. Il s'agit en effet de la bohème, désigne des voyages sans itinéraire précis, selon le hasard et la fantaisie. Ainsi donc, Rimbaud évoque le vagabondage d'un marginal, mais aussi le mode de vie des bohémiens, c'est-à-dire le nomadisme. Dans ce poème, on l'a déjà dit, Rimbaud fait son autoportrait en bohémien. Cette comparaison à un bohémien apparaissait déjà dans le poème Sensation, mais l'évocation ici n'est plus au futur, j'irai loin, bien loin comme un bohémien, mais bien au passé. Rimbaud exprime ici son amour pour la liberté sous toutes ses formes. Il faudrait faire la liste un tout petit peu des libertés. Il s'agit d'une liberté effective, d'une liberté physique, car en effet, le poème met en scène le thème du voyage. Il s'agit d'une liberté spirituelle, si j'ose dire, en ce sens où le poète se rompt avec les choses matérielles, il se libère des exigences du corps pour l'assumer totalement. Et enfin, il y a une troisième type de liberté, la plus intéressante peut-être, c'est celle de la liberté poétique. On verra que le dérèglement des sens, les synesthésies abondent et que plusieurs libertés formelles constituent des audaces nouvelles. Rimbaud opère par exemple ici une déconstruction du sonnet. Un dernier thème important, c'est celui de la nature. On peut voir que la nature joue dans ce poème un rôle essentiel. Elle permet à la liberté du jeune poète de s'épanouir et rencontre alors sa profession de foi matérialiste exposée dans Soleil et chair. Ainsi, pour lier les deux types de liberté, on pourrait poser la problématique qui suit. Dans quelle mesure la liberté dont Rimbaud fait l'éloge est-elle avant tout une liberté poétique ? Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Le premier mouvement du poème, qui irait des vers 1 à 5, fait entendre la voix du jeune vagabond et s'ouvre donc sur l'idée de mouvement. Cet élan vers la nature et la poésie mène le poète vers une forme de dénuement. Il se libère des contraintes matérielles du réel, assumant son état de misérable, et tend alors vers l'idéalité du rêve. Donc, premièrement, au vers 1, on remarque la répétition de « je m'en allais ». Donc, il insiste sur son départ. Et aussi, ça crée du rythme, comme s'il répétait la phrase en marchant au rythme de ses pas. Et le fait qu'il soit mis à l'imparfait, ça montre que c'est un événement du passé qui fait référence à la fugue de Rimbaud. Puis aussi, au premier vers, on peut voir une césure irrégulière, avec 4 syllabes d'un côté et 8 de l'autre. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Cette entorse à la règle de la césure qui veut qu'un alexandrin soit balancé en 6 syllabes d'un côté et 6 de l'autre, cette rupture donc permet de matérialiser la liberté et la rupture que le poète voyageur engage. En mettant « je m'en allais »
seul, comme ça, rapidement, avec 4 syllabes, et bien précisément, il crée un effet de rapidité. À la fin de cette même phrase, on peut voir la polysémie de l'adjectif crever qui peut avoir plusieurs significations. Le vide, la mort ou la révolte. Nous nous intéresserons plus au vide qui peut signifier la pauvreté, la misère, qui nous montre qu'il ne possède rien. Pour développer un tout petit peu ces 3 sens, l'adjectif crever peut signifier qu'elles ont des trous et que par conséquent, l'auteur insiste sur la misère. Mais aussi, ça peut être le signe d'une forme de révolte, étant donné qu'il a les poings dans les poches, les poings dressés, les poings raidis, serait alors le signe soit d'un froid, mais aussi d'une révolte qui l'étouffe. Enfin, crever a le sens notamment métaphorique de mort, et il transformerait alors les poches en animaux morts. Le poète, ici, est métamorphosé par la nature, ce qui lui donne alors une proximité avec la mort, un univers presque hors de l'humanité. On retrouve un jeu sur la multiplicité des sens avec l'adjectif idéal qui qualifie le paletot, c'est-à-dire un manteau qui descend jusqu'à mi-cuisse. En fait, idéal peut vouloir dire parfait, ce qui relève d'un rêve. Ainsi, Rimbaud prendrait l'idéal du voyage. Son habit se mettrait à son unisson, au sens où la misère serait un idéal qu'il poursuit. Mais en fait, idéal, c'est aussi ce qui devient une idée. Et alors Rimbaud s'amuse de sa propre misère. Son manteau est devenu si usé qu'il n'est, tout compte fait, plus qu'une idée. Ligne 3, on a sous le ciel qui est un complément circonstanciel de lieu indiquant que l'errance du poète a lieu en extérieur. L'imprécision de la localisation, de la destination n'est pas importante tant qu'il peut rester proche de la nature. Ensuite, au vers 3, nous avons l'apostrophe de muse plus le tutoiement de ton. Il interpelle la déesse de l'inspiration par le mot muse et la tutoie. Il se montre comme son fidèle serviteur. Toujours dans le vers 3, nous avons la métaphore du nom féal. L'auteur se voit dans une errance sans but et se considère comme le fidèle serviteur de la muse. Il cherche toujours de l'inspiration. Ensuite, au vers 4, on retrouve l'interjection orale « oh là là », qui ne s'utilise normalement pas à l'écrit. Donc on retrouve une sorte de liberté poétique de Rimbaud. Et c'est un peu enfantin aussi. Ensuite, que d'amour splendide j'ai rêvé. Donc on retrouve l'idée du rêve, de l'errance. L'interjection « oh là là », enfantine comme on l'a dit, et l'exclamation « que d'amour splendide j'ai rêvé » traduit une forme d'enthousiasme, une forme de joie de vivre liée à une forme de sensualité. L'errance ouvre Rimbaud à des rêveries amoureuses. Le féminin pluriel pour les amours permet d'en décupler la puissance. En fait, on peut remarquer que Rimbaud en fait peut-être un peu trop pour ne pas être ironique. Il n'a même pas 17 ans, mais il se moque déjà de cette faculté à se projeter dans la fiction, à rêver sa vie. L'allitération en L donne un caractère liquide qui permet de rendre compte de la douceur de sa soumission à la muse. Ensuite, à la ligne 5, on peut aussi, encore une fois, avec le terme large trou et mon uniculotte qui signifie déjà qu'il en a qu'une. Mon uniculotte, du coup, qui signifie qu'en fait, il en a qu'une seule. Il en a pas plusieurs, il en a qu'une seule. Donc, c'est un pantalon, en fait, avec un large trou. On entend encore là de la pauvreté. Il en a qu'une seule, qu'il met certainement peut-être tous les jours. Est-ce qu'il la lave? Bonne question. Mais en tout cas, c'est plutôt... là, ici, on voit plutôt de la misère et une certaine forme de pauvreté. Le deuxième mouvement, qui va des vers 6 à 8, aggrave la fuite vers le rêve et vers la poésie. Le jeune bohémien prend de plus en plus ses distances avec le monde qu'on pourrait dire réel, et surtout l'empire du rêve continue de s'étendre pour lui.
Cela le porte vers une poésie de plus en plus imagée et audacieuse. La poésie correspond alors à une forme d'errance aggravée. Ici, il veut montrer un petit peu son envie de partir, d'aller vers d'autres horizons, ici vers la fuite et vers le rêve et la poésie. Il veut s'exiler et découvrir de nouvelles choses. Tout d'abord, on le voit par le terme petit poucet, rêveur, qui là fait référence au conte du petit poucet et qui entrevoit le fait que c'est toujours un enfant quand même. Il est tout de même assez jeune, il est adolescent et il a cette envie de partir, de découvrir le monde. Puis j'ai grainé dans ma course. Tout d'abord, on a le terme égrené qui est une métaphore parce que juste après, il dit j'ai grainé dans ma course des rimes qui signifie qui là renvoie à son rôle de poète, c'est-à-dire que plus il marche, plus il crée de la poésie, plus il va, avec son chemin, créer de nouvelles choses, s'inspirer de nouvelles choses, et alors créer, faire des poèmes en fait. Puis, on a aussi une allitération en R, rêveur, j'ai grainé dans ma course, qui donne un tempo aussi, et un rythme assez quand même saccadant parce qu'il est grainé. Le R, c'est pas un terme qu'on a envie d'entendre, ça n'a pas une bonne sonorité. Donc à la ligne 7, on remarque la métaphore de dormir à la belle étoile. Donc mon auberge était à la grande ourse. La grande ourse, c'est un toponyme, c'est un nom propre qui change de sens. Donc cette métaphore permet de montrer une nouvelle fois que le protagoniste dort dehors, donc il est pauvre. On remarque aussi à la ligne d'avant, à la ligne 6, une antithèse avec petit poucet qui montre qu'il n'a pas de parents et qu'il est perdu. Le nom propre de la constellation change de sens. Elle devient le nom propre d'une simple auberge, lui enlevant ainsi son statut cardinal. Cela renforce bien sûr l'idée de pauvreté et de liberté, étant donné que le poète dort à la belle étoile. Et bien sûr, cela forme une antithèse avec grand ours et petit poucet. C'est un contraste qui montre la puissance d'appropriation du rêve. Le poète est capable de s'accaparer toute la nature, et notamment une étoile, comme on peut le voir avec le possessif mon. D'où Froufrou, Rimbaud conserve une idéologie enfantine en créant une rupture dans le sonnet avec une interprétation peu lyrique et du coup qui reflète l'idée d'enfant qu'il est et qui rêve. En effet, on peut voir ici la puissance de transformation du poète, étant donné que par l'imagination, par le rêve, il prête un son, un froufrou aux étoiles. Mais cela peut aussi exprimer une forme de dérision, ne serait-ce qu'avec cette allitération en ou un peu enfantine, dérisoire, comme une plainte ou une huée. En fait, il s'amuse du luxe ridicule de ces étoiles qu'il ne fait que frôler. Par là, Rimbaud exprime une forme de rejet de l'ornementation des Parnassiens qu'il taxe d'une forme de superficialité. On peut voir que dans ce poème, Rimbaud se moque du lyrisme romantique et de son culte surfait de la nature. Le troisième mouvement, qui s'étend des vers 9 à 14, permet de mettre en scène la découverte d'une nouvelle inspiration qui n'est peut-être qu'un départ. Le poète arrête son élan et sort de tous les chemins pour vivre avec toujours plus d'intensité son rêve. Son ivresse, qui est avant tout poétique, le remplit d'expériences nouvelles. Mais celles-ci sont tout à la fois stimulantes et, on verra, mutilantes. Sa poésie explore donc des horizons plus sombres et fantastiques, ce qui tend à blesser son cœur selon l'idée un peu romantique que ce n'est que en se blessant, en se déréglant, que le poète arrive à atteindre l'inspiration, à atteindre, comme disait Baudelaire, le nouveau. Maintenant, à la ligne 9, on observe une conjonction de coordination avec le mot « et » qui peut représenter une césure ou bien un rappel à la ligne d'avant. Ensuite, juste après, c'est suivi d'une synesthésie « je les écoutais » qui, par rapport à avant, il touchait et maintenant il écoute les étoiles. Cela est lyrique car en fait, il est tout simplement seul.
La phrase est ensuite terminée par un complément circonstanciel de lieu, assis au bord des routes. C'est un symbole de retrait, une blessure, car cela signifie qu'il est tout seul et ça le blesse d'être seul, comme un mendiant. Puis, lignes 10 et 11, nous remarquons des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Il s'agit d'une comparaison, une référence aux vendanges qui ont lieu en septembre. Il parle de sa sueur, ce qui souligne une ivresse poétique. Une nouvelle synesthésie soulignée par un enjambement. Pour expliquer un tout petit peu cette comparaison, on retrouve de la synesthésie, puisque la rosée provoque plusieurs sensations qui se mêlent. On a le toucher, sentir des gouttes, on a la vue avec la rosée, et enfin on a le goût avec le vin. Ce mélange de différentes sensations lui permet d'accéder à un monde inconnu, à le dérégler. D'où la référence à l'ivresse. Les étoiles qui tombent en gouttes de rosée sont le symbole de la création poétique. La poésie ancienne, c'est liquéfié, si vous voulez. Il est temps d'en récolter les grains, et comme une couronne de laurier ou une auréole, elle est mise sur la tête du poète. Au vers 12, on remarque une proposition participale qui pose un cadre onirique et effrayant. Il s'agit de la perception de la tombée de la nuit. Au vers 13, il y a une comparaison. La comparaison, comme délire, relève d'un jeu de mots ou bien d'une référence grotesque à Orphée. Cette comparaison des lyres est ambiguë, car elle peut aussi bien s'appliquer à l'adjectif fantastique, et dans ce cas, les lyres sont fantastiques comme les ombres, et l'instrument de musique devient comme une sorte de monstre inquiétant, mais comme délire peut aussi s'appliquer à ce qui suit, c'est-à-dire à l'acte de tirer des élastiques de mes souliers. Cela compose alors une sorte d'image grotesque du poète qui se prend pour un Orphée de bas étage, étant donné que les élastiques qu'il tire seraient les cordes de la lyre d'Orphée. En fait, ça voudrait dire que l'écriture revient à jouer avec les mots, à les distordre, à les tirer, et donc de modifier par conséquent le réel, de le rendre comme les élastiques. Ensuite, à la dernière ligne, de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Mes souliers blessés ici, c'est tout d'abord on peut y voir un hypalage, c'est un voyage qui devient éreintant. Il marche tellement qu'en fait il abîme ses pieds, il en est d'ailleurs épuisé. Puis un pied près de mon cœur, c'est déjà une association surprenante entre un pied et une métonymie du cœur. Et ces deux choses d'ailleurs très éloignées, un pied et un cœur, ça ne se trouve pas à côté. Et ça marque un sentiment avec une marche qui devient désespérée. C'est compliqué de marcher pour lui et il rapproche ça comme s'il s'était fait un peu briser le cœur à force. Et il y souffre à force de marcher et donc ça le brise en fait. Ce pied près de mon cœur constitue en vérité un jeu de mots. Un jeu de mots sur le nom pied. Étant donné que le nom pied peut avoir trois sens. D'abord, le pied, c'est une unité de mesure. On compte en pieds. Rimbaud se trouve donc tout près de son cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement dans le lyrisme, il en est proche, mais son cœur, il n'est pas exactement, comme dans le romantisme, totalement dans le côté sentimental. Deuxième sens du nom-pied, eh bien, en poésie, on appelle ça, c'est le synonyme d'une syllabe. Et donc, Rimbaud associe le rythme de la marche au battement du cœur et à la poésie. Il affirme donc son affection pour la poésie. Pour le dire autrement, son cœur se rapprocherait du rythme de la poésie. Enfin, un pied, eh bien, un pied, c'est une partie du corps, et ainsi, il afficherait son goût pour la marche, l'errance. Son cœur serait alors lié à la marche. En quoi consiste la liberté poétique prônée dans Ma Bohème ? Eh bien, elle consiste tout d'abord dans la mise à scène d'une errance. Le poète arrive à trouver l'inspiration en rompant avec le monde matériel. La liberté se trouve aussi dans une forme de dérèglement. Les sens se mélangent et permettent d'atteindre une forme de délire avec notamment
le rêve qui advient. Mais ce rêve, on l'a vu, finit par buter sur la réalité. Le jeune poète est quand même conscient de la dimension dangereuse de ce rêve qui finit par être rattrapé par la réalité, ce qui adviendra en effet à Rimbaud dans son itinéraire à venir. Enfin, on peut voir que la liberté s'exprime par un rejet du lyrisme traditionnel. Rimbaud suit sa propre voie, il s'éloigne du romantisme et des parnassiens pour créer une poésie qui lui est propre. On pourrait comparer ce poème avec Le Dormeur du Val, un autre sommet, sauf qu'on retrouve la nature avec un homme qui dort en son sein, on retrouve le rêve, mais surtout, cette fois, le petit poussé rêveur que serait l'homme allongé est en vérité mort. On pourrait voir dans Le Dormeur du Val un double négatif du bohémien qui serait, lui, du côté de la vitalité.